Andrew Harlan entra dans la cabine. Elle avait une forme rigoureusement circulaire et elle s'encastrait parfaitement dans un puits vertical composé de baguettes largement espacées qui luisaient dans un invisible brouillard à 6 pieds au-dessus de la tête d'Harlan. Il régla le système de commande et appuya sur le levier de départ qui fonctionna sans à-coups. La cabine ne bougea pas. Harlan ne s'attendait pas à ce qu'elle bougeât. Il ne s'attendait à aucun mouvement, ni vers le haut, ni vers le bas, ni vers la gauche, ni vers la droite, ni en avant, ni en arrière. Et pourtant, les espaces entre les baguettes s'étaient fondus en un néant gris qui était solide au toucher, bien que tout à fait immatériel. Il y avait la petite crispation stomacale, le léger vertige, peut-être tout subjectif, qui lui disait que tout ce que la cabine contenait, y compris lui-même, se précipitait en avant à travers l'éternité. Il avait pris place dans la cabine au 575e siècle, base d'opération qui lui avait été assignée 2 ans auparavant. À l'époque, le 575e siècle avait été le point le plus avancé où il eût jamais voyagé. Maintenant, il remontait vers le 2456e siècle. Dans des circonstances ordinaires, il se serait sans doute senti un peu désorienté devant cette perspective. Le siècle où il était né, le 95e pour être exact, était loin en arrière. C'était un siècle où l'utilisation de l'énergie atomique était strictement réglementée. On y appréciait assez un mode de vie rustique. Le bois naturel était un matériau de construction fort prisé. On exportait certaines catégories de boissons alcoolisées à presque toutes les époques, et on y importait des graines de trèfle. Bien qu'Harlan ne fût pas revenu au 95e siècle depuis qu'il avait commencé de suivre un entraînement spécial, et avait fait ses premières armes dès l'âge de 15 ans, il éprouvait toujours ce sentiment de malaise quand il s'éloignait de son époque d'origine. Au 2456e siècle, il se trouverait à près de 240 000 ans de celle-ci, et c'est là une distance assez considérable, même pour un éternel aguerri. En des circonstances ordinaires, il en aurait été ainsi. Mais cette fois, Harlan était dans un état d'esprit qui ne lui permettait guère de penser à autre chose qu'aux documents qui lui alourdissaient la poche et à sa mission qui le remplissait d'appréhension. Il était un peu effrayé, un peu tendu, un peu troublé. Ce furent ses mains qui, faisant d'elles-mêmes les gestes nécessaires, amenèrent la cabine au siècle convenu. Il était étrange qu'un technicien, quelle qu'en fût la raison, se sentît tendu ou nerveux. L'éducateur Yarrow l'avait dit une fois. Avant tout, un technicien doit être sans passion. Le changement de réalité qu'il introduit peut affecter l'existence de 50 milliards de personnes. 1 million d'entre elles, ou plus, peuvent l'être de façon telle qu'elles en acquièrent une nouvelle personnalité. Dans ces conditions, une tendance émotionnelle constitue un handicap certain. Harlan chassa de sa mémoire la voix sèche de son instructeur avec un mouvement de tête presque sauvage. À l'époque, il n'avait jamais imaginé qu'il aurait lui-même les capacités voulues pour jouer un pareil rôle. Que lui importait dans le temps 50 milliards d'individus? Un seul être compté, un seul. Il se rendit compte que la cabine était immobile et, se hâtant de remettre de l'ordre dans ses pensées, il redevint l'homme froid et impersonnel qu'un technicien devait être et sortit. Naturellement, la cabine qu'il quitta n'était pas la même que celle où il avait pris place, en ce sens qu'elle n'était pas composée des mêmes atomes. Il ne s'en préoccupa pas plus qu'un autre éternel ne l'aurait fait. S'intéresser à la mystique du voyage dans le temps, plutôt que s'en tenir au fait lui-même, était le propre du débutant et du nouveau venu dans l'éternité. Il s'arrêta à nouveau à la barrière infiniment mince de non-espace et de non-temps qui le séparait de l'éternité dans un sens et du temps ordinaire dans l'autre sens. Il s'agissait pour lui d'une section entièrement nouvelle de l'éternité. Il en avait bien sûr une vague idée s'étant renseigné sur elle dans le manuel temporel. Pourtant, rien ne pouvait remplacer l'expérience directe, et il se prépara au choc initial lors de l'intégration. Il régla les commandes, ce qui était une opération fort simple au moment du passage dans l'éternité, et beaucoup plus complexe lors du saut dans le temps, type de passage comparativement moins fréquent. Il traversa la barrière énergétique et l'éclat de la lumière le fit loucher. D'un geste instinctif, il se protégea les yeux avec la main. Un homme se tenait devant lui. Harlan ne le distingua tout d'abord qu'à travers une sorte de brouillard. L'homme dit « Je suis le sociologue Cantor Voy, je suppose que vous êtes le technicien Harlan. »
Arlan hocha la tête et dit « Père Tan, est-ce que cette espèce de décor n'est pas réglable ?» Voy regarda autour de lui et demanda d'un ton conciliant. « Vous voulez parler des couches moléculaires ?» « Évidemment, fit Arlan. Le manuel en avait fait mention, mais il n'avait rien dit d'une telle débauche de lumière réfléchie. Arlan prit conscience que le désagrément éprouvé s'expliquait aisément. La civilisation du 2456e siècle était basée sur l'utilisation de la matière, comme c'était le cas pour la plupart des siècles. Aussi pouvait-il s'attendre à une intégration immédiate. Il n'avait pas redouté le complet désarroi suscité en tout individu provenant d'une époque où la culture était basée sur l'utilisation de la matière par les tourbillons d'énergie du 300e siècle, ou les champs dynamiques du 600e. Au 2456e siècle, conformément à l'idée qu'un éternel se faisait habituellement du confort, la matière était utilisée depuis les murs jusqu'au moindre clou. Bien sûr, il y avait matière et matière. Un individu originaire d'un siècle où la culture était basée sur l'utilisation de l'énergie aurait pu ne pas s'en rendre compte et ne voir dans toute matière que des variations mineures à partir d'une structure dense, lourde et barbare. Toutefois, pour Arlan, venant d'une époque axée sur l'utilisation de la matière, il y avait du bois, du métal, avec ses subdivisions en lourd et léger, des plastiques, des silicates, du ciment, du cuir, etc. Mais d'une matière composée uniquement de miroirs. Telle fut sa première impression du 2456e siècle. Chaque surface réfléchissait la lumière et étincelait. Tout semblait n'être que surface parfaitement polie. C'était l'effet d'une mince couche moléculaire. Et dans la réflexion sans fin de lui-même, du sociologue Voy, de tout ce qu'embrassait son regard, détail aux visions d'ensemble, sous tous les angles régnait la confusion. Une confusion et une nausée horribles. « Je suis confus, dit Voy. C'est la coutume du siècle et la section qui est assignée à celui-ci considère que le fait d'adopter les usages partout où la chose est possible constitue un excellent entraînement. Au bout d'un certain temps, vous vous y habituerez. » Voy allait d'un pas rapide, au-dessus de l'image renversée d'un autre lui-même, qui le suivait comme une ombre. Il parvint près d'un indicateur ultrasensible dont il ramena au point zéro le cadran, à graduation en spirale. Les réflexions disparurent, l'excès de lumière s'éteignit. Arlan sentit son monde reprendre pied. « Si vous voulez venir avec moi à présent, dit Voy. Arlan le suivit à travers des corridors vides qui, il le savait, avaient dû être quelques instants plus tôt une véritable débauche de lumière et de reflets, gravit un plan incliné, traversa une antichambre et pénétra dans un bureau. Durant ce bref trajet, il n'avait rencontré âme qui vive. Arlan y était habitué et trouvait la chose tellement naturelle qu'il aurait été surpris, presque choqué, si la vision fugitive d'une silhouette humaine se hâtant avait frappé son regard. Sans aucun doute, la nouvelle s'était répandue qu'un technicien arrivait. Même Voy gardait ses distances, et quand accidentellement la main d'Arlan frôla sa manche, il se recula avec un sursaut visible. Arlan fut un peu surpris d'en éprouver quelque amertume. Il avait cru que l'armure qu'il s'était forgée intérieurement était plus solide, et qu'elle constituait une barrière plus efficace contre tout excès de sensibilité. S'il se trompait, si cette protection était devenue insuffisante, il ne pouvait y avoir qu'une seule raison à cela. Noïs.